Alors, la nutrition bactérienne, comme on l'avait vu donc, lorsqu'on a parlé de l'histoire de la microbiologie, alors nous allons commencer par une introduction déjà. Comme je viens de vous le dire, donc, la nutrition bactérienne a été une étape très importante, en fait. Donc, la culture, la mise en culture, la mise en culture des micro-organismes a été une étape primordiale pour le développement de la microbiologie. Parce que ça a permis donc de pouvoir séparer les micro-organismes, de pouvoir les multiplier pour avoir une quantité assez importante, donc pour pouvoir les observer, pour pouvoir étudier leurs propriétés. Alors, donc, c'était une étape qui a été très importante. Et donc, pour comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut, donc, quels sont les éléments nécessaires pour la culture d'un micro-organisme, on va tout d'abord voir quelle est donc la composition d'une cellule bactérienne. Alors, il est presque impossible de connaître exactement la composition d'une cellule bactérienne, même avec tout le développement qu'on a aujourd'hui. On ne peut pas connaître donc, la composition. Mais par contre, vous savez que donc, en fait, une cellule, elle contient donc des macromolécules. Donc, les glucides, les protéines et les lipides. Donc, si on fait la composition en éléments, donc on peut constater qu'il y a du carbone, il y a de l'hydrogène, il y a de l'oxygène, de l'azote. Ça, ce sont les éléments qui sont majoritaires. Donc, ce sont des éléments qui sont majoritaires, mais il y a aussi des éléments minoritaires. Donc, par exemple, le calcium, le magnésium, par exemple, le soufre, le phosphore. Ce sont des éléments donc, qui sont, on en a besoin, mais à des quantités, donc éléments dont on a besoin. En quantité plus faible par rapport aux éléments majoritaires. Et en plus, donc, il y a une troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les éléments traces ou bien les éléments traces ou bien les oligo-éléments. Et ça comporte un certain nombre de métaux, donc par exemple le fer, le cuivre, le cobalt, le sélénium, etc. Donc ce sont des éléments traces ou bien ce qu'on appelle aussi les oligo-éléments. Et en fait, ce sont des éléments dont on a besoin à de très faibles quantités, en fait, de l'ordre du microgramme, mais ils sont nécessaires, ils sont donc importants, mais donc on a besoin à des quantités très faibles. Et très souvent,
ces oligoéléments sont présents comme contaminants dans l'eau ou bien donc avec les autres éléments. Donc voilà donc un petit peu donc très schématiquement la composition d'une cellule d'une cellule bactérienne. Mais donc en dehors de cette composition, donc il y a ce qui se dégage ce que je viens de signaler, donc ce qu'on peut dégager à partir de cette composition, c'est qu'il y a des macronutriments et des micronutriments. Nutriments, pardon, pas nutriments, et des micronutriments. Alors, les macronutriments, c'est donc le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Les micronutriments, ce sont le reste, donc le calcium, le magnésium, le soufre, le phosphore. Donc, on en a besoin à des quantités beaucoup plus faibles. Alors, en plus de tous ces éléments-là, il ne faut jamais oublier que donc une cellule, ça contient aussi de l'eau. Donc, l'eau est indispensable. Vous allez voir qu'on oublie très souvent de le mentionner, mais l'eau, il faut savoir que les cellules bactériennes, elles contiennent au moins entre 80 à 90% de leur poids, c'est de l'eau. D'accord? Et en fait, le reste des éléments, ils vont constituer autour de 10 à 20% donc, du poids. Donc l'eau est très importante et donc en plus de tous ces éléments-là, ça fait donc ça permet donc de voir un peu la composition donc de ces cellules. Donc si on a cette composition, ça veut dire que on doit donc lorsque on veut faire l'intrusion donc c'est l'étude des besoins nutritifs de chaque micro-organisme. Il y a plusieurs manières d'approcher donc l'étude des besoins nutritifs. Mais on va donc voir quels sont les besoins nutritifs indispensables. Donc les besoins nutritifs, peut-être pas indispensables, mais qu'on trouve. Donc si on peut les classer de telle manière qu'on va les rechercher pour chaque micro-organisme. Alors ces besoins nutritifs, donc pour tous les micro-organismes, il faut donc une source d'énergie. Il faut une source d'énergie. Il faut une source de carbone, puisque donc on doit faire de la matière organique, donc il faut que ça contienne des carbones. Il faut une source d'azote. Donc pratiquement, ces trois premiers couvrent donc les micronutriments, les besoins en micronutriments. Et puis après, il y a les sels minéraux. Et là, donc, on a par exemple le calcium, le magnésium. On peut avoir des sulfates, ou donc on peut avoir donc du phosphore. Etc. Donc, ça apporte pour les sels minéraux. Il faut des éléments traces ou des oligoéléments.
donc en particulier le fer, le cuivre, le cobalt, le sélénium, etc. Donc les éléments traces. Et puis, de temps à autre, on a besoin aussi donc d'éléments organiques, éléments organiques que le micro-organisme ne peut pas synthétiser. C'est ce qu'on appelle les facteurs de croissance. Voilà, donc si vous voulez, si très schématiquement là aussi, un petit peu donc les différents besoins nutritifs auxquels il faut répondre, donc pour les micro-organismes. Donc, une source d'énergie, une source de carbone, une source d'azote, des sels minéraux, des éléments de trace et des éléments organiques. Alors maintenant, on va détailler un petit peu chacune de ces sources donc, et on va regarder pour chacune de ces sources-là quelles sont les différentes possibilités pour les micro-organismes. Il y a bien sûr, donc, et on va commencer par peut-être des choses qui sont qui sont très générales pour tous les micro-organismes. Et on va commencer donc en premier avec les éléments de trace qui sont généraux pratiquement pour les éléments de trace qui sont généraux pour tous les micro-organismes. On parlera aussi donc des sels minéraux qui sont pratiquement donc qui sont à peu près les mêmes pour les différents micro-organismes. On parlera donc en trois des éléments organiques, c'est donc des facteurs de croissance. Et puis les parties qui vont être très importantes et qui sont très diverses, c'est les sources d'énergie, les sources de carbone et les sources d'azote. Donc cela, on va les développer un peu plus donc pour ce cours. Alors donc si on regarde les éléments de trace, je vous ai dit donc qu'on peut appeler ça les éléments de trace ou bien les oligo-éléments. Ce sont généralement des métaux qui jouent des rôles importants, surtout comme cofacteurs d'enzymes. C'est le cas par exemple du cuivre qui est donc important pour les cytochromes. Alors les cytochromes, ce sont donc des enzymes qui interviennent au niveau donc de la respiration, donc au niveau de l'oxydation donc cellulaire, de la respiration, le cuivre. Le cobalt, par exemple, est un élément qui est très important dans la vitamine B12, qui est la cyanocobalamine, no-cobalamine. Vous pouvez voir que donc rien, donc le mot cobalt est dans donc cette enzyme. Cette enzyme est très importante pour donc le métabolisme énergétique. Et en fait, chacun donc de ces éléments-là, ils ont donc des rôles
qui sont assez importants donc, pour le fer aussi. Donc, c'est important dans les cytochromes, dans les catalases. Donc, le nickel aussi, donc, pour un certain nombre d'enzymes. Donc, on ne va pas voir donc, tous les différents composants, mais par contre, on va donc, il faut donc savoir que ces éléments traces sont indispensables, d'accord? Ils sont très importants, ils sont indispensables. Et même si donc leurs besoins, généralement, c'est des très faibles quantités et à peu près, donc, on a les mêmes besoins pour les différents micro-organismes. On retrouve un petit peu la même chose pour les sels minéraux, ce qu'on appelle les sels minéraux. Donc, les sels minéraux. Alors là, on va donc apporter des éléments donc, dont on a besoin en quantité un peu plus importante, donc, comme le calcium par exemple. Le calcium, vous savez qu'il est très important donc, dans les transferts cellulaires. Le magnésium, lui aussi, est très important. Les sulfates, donc, qui apportent des fois donc, la source de soufre. Les phosphates aussi sont très importants. Donc, ces sels minéraux sont généralement donc apportés donc à des quantités qui sont autour donc de 1 gramme par litre ou donc autour donc un peu plus bas que ça. Mais donc, c'est des éléments qui sont très importants donc pour le fonctionnement de la cellule. Donc, les éléments traces et les sels minéraux, ils sont indispensables pour tous les micro-organismes. D'accord? Ils sont indispensables pour tous les micro-organismes. Et on doit donc les apporter dans le milieu de culture. On verra quelques exemples. Vous allez voir un peu donc, comment est-ce qu'on peut introduire ce genre de sels minéraux dans la cellule. Donc, le troisième type de besoins dont je voulais vous parler, ce sont les facteurs de croissance. On va y revenir, donc je vais simplement donc facteurs de croissance. Alors les facteurs de croissance, comme je l'ai dit en haut, ce sont des molécules organiques, bien des composés organiques indispensables ou nécessaires si vous préférez, indispensables pour le développement du micro-organisme. Mais il est incapable de synthétiser. Donc, il faut les fournir dans le milieu de culture. Alors, exemple de facteurs de croissance, en fait, tous les acides aminés, donc les acides aminés, par exemple, lysine, tryptophane, donc peuvent être indispensables. Donc, certaines bactéries ne sont pas capables de produire ces acides aminés. Il faut donc leur donner ces acides aminés. En dehors de ces acides aminés, donc l'autre exemple qui est peut-être que vous comprendrez encore mieux, ce sont les vitamines. Donc les vitamines comme la thiamine, la biotine, le pyridoxal,
la cyanocobalamin, l'acide folique, entre autres. Et donc, ces vitamines-là aussi, un peu comme les éléments traces, jouent des rôles très importants pour dans certains processus, donc en particulier donc pour la respiration ou bien pour donc l'oxydation de certaines molécules, comme par exemple les lipides, etc. Donc c'est important donc de pouvoir fournir un peu ces vitamines qui sont nécessaires. Mais en fait, c'est un exemple, ça peut être n'importe quelle molécule, donc ça peut être aussi les bases azotées par exemple, ça peut être n'importe quelle molécule que la bactérie n'est pas capable de synthétiser. Donc les facteurs de croissance, j'ai mis donc facteurs de croissance, ça peut être une seule molécule, ça peut être plusieurs molécules, donc c'est le ou les facteurs de croissance. Alors maintenant, donc, ça, c'est des éléments qu'on trouve, donc, à part les facteurs de croissance, on peut les trouver ou pas les trouver chez certains micro-organismes, mais les sels minéraux et les éléments traces sont indispensables pour tous les micro-organismes. Ils sont à peu près les mêmes, donc on a à peu près les mêmes besoins. D'accord? Alors, maintenant, on va parler donc de la source d'énergie. Donc, la source d'énergie, comment est-ce que les bactéries synthétisent, donc développent l'énergie? Bon, il faut savoir que donc, dans la cellule, l'énergie est stockée sous quelle forme? Elle est stockée sous la forme d'ATP, mais c'est aussi un certain nombre de produits. On va donc voir quelques-uns, donc le NADH par exemple, ou le FADH, ou certaines molécules qui deviennent phosphorylées, donc qui peuvent donc stocker l'énergie et la cellule peut les utiliser. Donc, mais bon, donc l'ATP c'est vraiment donc la méthode de stockage ou la molécule de stockage donc universelle pour les cellules, qu'elles soient bactériennes ou autres. Alors, pour produire donc cet ATP, quelles sont les possibilités? Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, il y a plusieurs possibilités. Et on va donc simplement, aujourd'hui, donc on va simplement énumérer quelques donc, sources donc, d'énergie. Et puis, comment est-ce qu'on appelle, donc comment est-ce qu'on qualifie ces besoins? Et donc, dans la deuxième partie, donc, dans la deuxième partie du secours, on verra quelques exemples donc, de sources d'énergie. Alors, donc, pour pouvoir faire la synthèse de l'énergie, de quoi est-ce qu'on a besoin? Donc, ça dépend de la source d'énergie. Donc, et en fait, il y a deux grands types de sources d'énergie. Il y a la lumière et il y a l'énergie chimique. Alors pour la lumière, elle peut être donc utilisée chez les micro-organismes qui possèdent des pigments capables de transformer l'énergie lumineuse
en ATP, bien sûr, en énergie chimique. Alors, donc, ces pigments, vous les connaissez plus ou moins. Donc, c'est les différents types de chlorophylle, même si chez les bactéries, donc les chlorophylles sont vraiment assez différentes. Donc, il y en a plusieurs qui sont assez différentes des chlorophylles qu'on trouve chez les plantes et les carotènes. Et donc, ça existe, c'est les micro-organismes phototrophes. Phototrophes, ça veut dire qu'ils se nourrissent en fait de lumière, les micro-organismes phototrophes. Alors, donc, pour les micro-organismes phototrophes, le métabolisme énergétique que vous connaissez assez bien, c'est la photosynthèse. La photosynthèse. Et il existe chez les bactéries deux grands types de photosynthèse. Alors donc, on va voir la photosynthèse que vous connaissez. La photosynthèse que vous connaissez, c'est la photosynthèse qui produit de l'oxygène, en plus de l'énergie, bien sûr. Alors, on appelle cette photosynthèse la photosynthèse oxygénique. La photosynthèse oxygénique. Oxygène, donc ça génère de l'oxygène. C'est celle que vous connaissez, c'est celle qu'on a donc semblable, donc un peu semblable donc à celle observée chez les plantes. Bon, donc, chez les plantes, on a des pigments, donc, de la même manière, on a donc des pigments chez les bactéries aussi. Donc, c'est des pigments qui, qui fixent la lumière. Donc, on a la lumière, donc, HMU, qui va donc exciter ces pigments. Et donc, cette excitation va aboutir donc au déplacement d'un électron. Déplacement d'un électron. Donc, et là, on a besoin donc, pour que le pigment revienne, il faut que cet électron passe donc sur une autre molécule. Donc, en particulier chez les oxygéniques, c'est H2, donc c'est de l'eau qui va recevoir donc les électrons et qui va être transformé en oxygène. Donc, en oxygène, et en recevant des électrons.
donc 2H plus oxygène. Donc, il reçoit les électrons. Donc, donc ici, l'eau, c'est le donneur d'hydrogène et d'électrons.